Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de la Côte d'Ivoire et de l'acquittement de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, acquitté avec son ministre Charles Blé Goudé. Pour cette seconde partie, Laurent Gbagbo va-t-il revenir ou peut-il revenir au Bercail? Nous allons évoquer la question avec Maître Joseph Kokou Kofigo. Il est avocat, ancien Premier ministre togolais et ami personnel de Laurent Gbagbo. Maître Kofigo, merci de rester avec nous. Bonjour. Oui, donc nous avons commencé par évoquer l'éventualité du retour au pays de Laurent Gbagbo. Et avant la pause, j'avais soulevé les conditions posées par le pouvoir ivoirien pour son retour en Côte d'Ivoire, notamment qu'il ne se mêle plus de politique. Que pensez-vous d'une telle condition? C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas une question de constitution, c'est une question de paix. Non, mais je dis, vous dites ce que je pense de la condition, je dis, elle est anticonstitutionnelle. C'est un compromis aussi parce que en Côte d'Ivoire, il y a d'autres affaires judiciaires dans lesquelles Laurent Gbagbo a été impliqué. Il y a eu procès, il a été condamné. Oui, notamment pour l'affaire de la BCEAO. Donc, si on accepte qu'il revienne au pays, il faut qu'il, en retour, il faut qu'il donne sa parole pour ne plus se mêler de politique. C'est ce que... L'affaire, la condamnation à Abidjan, l'affaire BCEAO, l'affaire de la CPI, les crimes contre l'humanité, tout cela, au fond, c'est dans le même panier. Hein. C'est la même chose. Hein, c'est-à-dire, c'est la crise politique ivoirienne qui a généré tous ces problèmes-là. Donc vous pensez qu'il a été dit à la CPI, notamment lorsque on ne va pas refaire tous ces procès. Mais on doit les rappeler. Donc moi, je crois que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Que ce n'est vraiment pas la peine qu'on remue le couteau dans la plaie. Qui vraiment a intérêt aujourd'hui, si Laurent Gbagbo, qui a son passeport, il paraît qu'il en a même deux, le passeport ordinaire, le passeport diplomatique, qui peut prendre l'avion à tout moment et rentrer chez lui. Puis il n'a pas besoin de visa pour rentrer. On n'a pas besoin de visa pour revenir chez soi. Gbagbo peut prendre un billet, monter dans un avion et rentrer chez lui. Ce n'est pas une évidence. Bon, alors, qui a véritablement... Guillaume Soro a pris l'avion pour atterrir chez lui, il n'a pas pu. Il a été détourné vers oui, c'est une autre histoire. Qui a vraiment intérêt à chauffer encore à blanc le cœur des Ivoiriens en mettant Gbagbo en prison. Ça n'a aucun sens. Mais je repose la question autrement. Si Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, il se remet en politique et décide de reconquérir l'électorat, est-ce que vous pensez que ça peut être un facteur de paix ou plutôt de conflit? Est-ce que ce n'est pas chrysogène, le retour en politique de Gbagbo? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je crois que c'est... Gbagbo a un parti politique qui s'appelle dont il est toujours le président. Le Front populaire ivoirien, dont il est toujours le président. Et il lui appartient à lui-même et à son parti de se retrouver et de décider de ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller, vous? Parce que Gbagbo, il a un certain âge aujourd'hui, 75 ans. Est-ce que vous lui conseillerez de se retirer de la politique comme vous le faites, vous, et de s'occuper de ses petits-fils? Moi, je n'ai pas à me prononcer sur cette question-là. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. Qu'est-ce qui serait bon pour lui? Moi, ce qui m'intéressait jusque-là, c'est la bataille pour que Laurent Gbagbo redevienne un homme libre. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Parce que c'est une bataille, une vraie bataille. Vous vous souvenez de la pétition que nous avons lancée sur le plan international et qui a été une pétition qui a été lancée par moi-même et l'écrivain Bernard Dadier,
qui avait dépassé oui, le centenaire, Bernard Dadier, qui a trouvé la lucidité nécessaire pour co-signer cette pétition avec moi-même et qui a recueilli plus de 26 millions de signatures à travers le monde. Bon, c'est cette bataille-là qui m'intéresse. Bon, je sais que mon ami Laurent, bon, s'il m'écoute, ça va le faire rigoler. Je sais qu'il a la politique dans le sang, dans l'ADN, la politique dans l'ADN. Ces partisans qui ne l'ont jamais lâché, continuent à le soutenir. Non. Aux États-Unis, Joe Biden, il a quel âge? Il a 78 ans. Et Laurent doit avoir 75 ans, je crois. 75 75 ans. Plus vieux que lui. Conan Bédier, en 82, 83 aujourd'hui, mais il a été candidat à la... Voilà. Donc, tel que je l'ai vu, il a encore la forme, il a encore toute sa lucidité, il a la forme. Le président actuel de la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils doivent avoir le même âge. Ou alors le président Ouattara est peut-être plus âgé, ou peut-être un peu plus âgé que Laurent Gbagbo. Donc, la Côte d'Ivoire a sa spécificité. En d'autres pays, on dira que bon, ils sont trop vieux. Au Bénin, vous savez que les Béninois avaient à un moment donné plafonné à 70 ans. À 70 ans, l'âge des présidentiels. Je ne sais pas si ce plafond existe encore. Mais chaque pays a sa spécificité. Donc la Côte d'Ivoire a sa spécificité. Moi, je suis togolais. Je suis ami de la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme mon deuxième pays parce que je me suis fait tellement d'amis là-bas. Ils m'ont tellement bien accueilli. Quand j'étais étudiant, j'ai enseigné. J'ai enseigné une année à Guiglo. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Non, le Guiglo n'est pas loin de Douekoué, la fameuse ville de Douekoué, la ville martyre de Douekoué, que tout le monde connaît maintenant parce qu'on a massacré 800 personnes là-bas gratuitement. Personne n'est allé à la CPI pour ça. Bref, je dis que bon, c'est en cela que l'affaire de Côte d'Ivoire m'intéresse. Mais comme je n'ai pas la nationalité ivoirienne, il appartient donc aux Ivoiriens de voir ce qui est bien sur le plan politique. Si Laurent Gbagbo, s'ils estiment que Laurent Gbagbo peut encore faire l'affaire sur le plan politique, pourquoi pas? Quel rôle peuvent jouer les anciens présidents, les présidents en fonction pour faciliter ce retour de Laurent Gbagbo? Quel rôle Est-ce qu'ils peuvent jouer les médiateurs pour faciliter le retour? Doivent-ils le faire les présidents africains? Oui, de la CEDEAO notamment. Oui, s'ils veulent. S'ils veulent, mais jusque-là, je ne les ai pas tellement vus. Mais on n'a pas entendu une réaction. Oui, parce que, ils ont... au moment de la crise, ils n'ont pas joué un bon rôle. Et ils auraient pu faire pression pour le recomptage des voix. Le recomptage des voix, c'est pas un crime. Ils auraient dû faire pression et surtout ne pas cautionner le bombardement de la résidence du président. Mais ils ont fait ça et depuis, je crois que attendons de voir. Moi, je ne veux pas jouer au devin. Attendons de voir. Si la CEDEAO veut s'en mêler, ce serait une bonne chose. Et parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de voix, surtout au sommet des différents États, se réjouir de cette libération de Laurent Gbagbo, alors que dans certaines officines, la Cour pénale avait été... Non, mais été considérée. Non, il y en a qui doivent avoir... ils doivent être un peu gênés. Ils doivent être un peu gênés parce qu'ils ont cru que Gbagbo était parti ad vitam aeternam. Pour eux, c'était fini pour lui.
Et donc, il n'avait pas pensé qu'un jour, il pourrait revenir. D'abord, qu'il serait blanchi, d'abord, et puis qu'il peut revenir sur la scène. Donc, il faut laisser les gens digérer leur étonnement, leur émotion, d'abord. Mais je tente de lire entre les lignes, même si vous faites preuve d'une réserve, d'une retenue dans cette affaire-là. Je sens que vous pensez que Laurent Gbagbo a encore un avenir politique. Je disais tout à l'heure que moi, je suis un ami de Laurent Gbagbo. Le connaissant, moi, je sais que Laurent Gbagbo a la politique dans l'ADN. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'une fois de retour, il veuille encore jouer un rôle politique. Mais il peut aussi étonner la classe politique ivoirienne et l'opinion internationale en se retirant dans son village, à Mama, ou bien en restant à Gagnois et en jouant au vieux sage. Ce qui est peu probable. Vieux sage qu'on vienne, sa femme Simone Gbagbo, consulter. Qui a été relâchée par grâce présidentielle, malgré son âge aussi. Simone Gbagbo, elle est encore très active sur la scène politique et même dans les instances du parti. Vous savez, si on a une conception noble de l'action politique, on doit plutôt se réjouir que des gens de cette trempe et de cette expérience soient encore dans l'arène politique. Vous savez, je connais aussi Simone et Yves Gbagbo. Et je vous recommande le livre qu'elle a écrit et qui s'appelle Parole d'honneur. Je vous recommande si vous ne l'avez pas dans la bibliothèque de la télévision, je peux vous le prêter. Le livre s'appelle Parole d'honneur. Et vous serez émerveillés. C'est quelqu'un, elle ne s'est pas contentée d'être première dame, de jouer le rôle de première dame. Non, elle est en quelque sorte membre fondatrice du Front populaire ivoirien. Du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire elle a adhéré au Front populaire ivoirien très tôt. Disons, je ne sais pas si elle n'a pas certainement pas participé au congrès secret de la palmeraie de Dabou, où le Front populaire a été fondé. Je ne crois pas qu'elle n'y était pas, mais très peu de temps après, elle a adhéré au Front populaire ivoirien. Et quand son mari a connu l'exil, quand Gbagbo a connu l'exil, pour la première fois, le Front populaire ivoirien reposait. Son fonctionnement reposait véritablement entre ses mains. Donc il a tout fait pour garder en quelque sorte la maison intacte jusqu'à ce que Laurent Gbagbo reprenne le combat et finalement jusqu'à ce qu'il connaisse la victoire. Donc, quand vous avez et ce n'est pas... Simone n'est pas une illettrée. Simone est une diplômée d'université, c'est-à-dire, bon, j'oublie un peu le nom de... je crois que c'est la linguistique, je crois. Ça doit être diplômée de très haut niveau. Elle a un doctorat, si vous voulez. Et donc, quand vous avez une femme comme ça, et avec son expérience et avec son cœur dans l'arène politique, mais il faut s'en réjouir. Est-ce que vous avez écouté, vous avez écouté le discours, la déclaration qu'elle a faite quand elle est sortie de prison, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle se lance dans des diatribes contre Alassane Ouattara, tout ça? Elle était connue comme une femme au sang bouillant. On lui a cousu une robe de dame de fer, une femme, une vate en guerre, ce qu'elle n'est pas. Mais elle a fait une déclaration dans laquelle elle a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa sortie de prison, alors que les gens ne l'attendaient pas
sur ce terrain-là, qu'elle puisse avoir le courage de faire un tel discours. Donc, c'est plutôt un atout si ces gens-là sont intégrés dans le jeu politique. Ça ne peut que faire du bien à la Côte d'Ivoire. Enfin, du moins, c'est en tout cas, mon avis. jusqu'à présent, pour l'instant, Laurent Gbagbo n'a pas encore dévoilé le mystère de son retour, ce qu'il pense faire concrètement. Il ne s'est pas encore longuement étalé là-dessus. Mais est-ce qu'on peut lire à travers les premières déclarations de son lieutenant, son compagnon de prison, Charles Blé Goudé, reçu sur les médias internationaux, il a déclaré son envie de revenir en Côte d'Ivoire et de saisir l'opportunité pour relancer la réconciliation. Est-ce que l'intention de Gbagbo peut se retrouver à travers les propos de Charles Blé Goudé? C'est tout à fait possible. Hein. Vous savez, Charles Blé Goudé, c'est un peu comme un fils adoptif de Laurent Gbagbo. Donc, il ne serait pas étonnant que par la voix de Charles Blé Goudé, on entende certaines idées que Gbagbo lui-même aura développées plus tard. C'est tout à fait possible. Donc l'heure de la réconciliation de la Côte d'Ivoire est sonnée selon vous, à travers cet acquittement. Elle est indispensable. Et puis il faut vraiment connaître ce pays. C'est un pays qui est merveilleux. Hein? C'est un pays merveilleux, des gens travailleurs, la culture, du point de vue de la culture, hein, c'est merveilleux. Hein, ce pays et donc il faut juste régler ce problème de réconciliation, d'apaisement des cœurs. Hein, Est-ce que les choses ne se sont pas quelque peu compliquées avec ce troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara? Comme disaient les Romains, alea jacta est. Donc c'est fait. On ne peut plus revenir dessus. Le vin est tiré? Ah, bien sûr. Une fois que le président est installé et qu'il est, disons, sacré par les institutions, consacré par les institutions prévues à cet effet, c'est fini, il faut aller de l'avant. On ne peut plus revenir en arrière. Quel est selon vous le meilleur schéma pour faire cette réconciliation? Comment voyez-vous sous forme d'une commission? Il y a 10 ans, ce qui aurait dû se passer. Une fois que les institutions légales se sont prononcées, le président devrait prendre fonction et on devrait le laisser faire son mandat. Bon, on ne l'a pas fait pour Gbagbo. Et le président Ouattara, il a brigué un troisième mandat. Il a été élu. Nos constitutions et nos lois électorales sont telles que même s'il n'y a que 10% de la population qui est allée voter, une fois que le vote est fait et que la majorité de ces 10% s'est prononcée sur un nom, c'est lui qui devient président de la République. Et si c'est consacré, c'est sacré par les institutions légales, la commission électorale, conseil ou cour constitutionnelle, c'est fini, on ne revient plus en arrière. Il faut plutôt voir comment faire pour que les gens puissent, ceux qui sont laissés sur le carreau, puissent, disons, participer à la vie politique. Et c'est ce que les Ivoiriens ont eu la sagesse de faire, puisque peu de temps après, ils ont eu à organiser des élections législatives. J'ai été surpris. Je crois qu'ils allaient boycotter, que l'opposition allait boycotter. Mais j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils ont décidé de participer. Oui, avec les trois grandes forces politiques, voilà. Notamment avec le retour du Front populaire ivoirien. Donc maintenant, ils ont un Parlement qui est pluraliste. Dominé par le RHDP. Oui, dominé par le parti au pouvoir, mais Parlement quand même qui est pluraliste, qui est une tribune d'expression politique. Donc je crois que tout cela doit permettre de laisser la chance à la paix. Sous quelle forme vous voyez la réconciliation? Faut-il
réactiver une commission vérité, justice, réconciliation ou une forme de conférence nationale, souveraine ou pas, pour vous taquiner. Ouais, je vais te dire, je vais te dire une chose. Ouais. Je connais suffisamment mes amis de Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il y a des cerveaux, il y a vraiment de grands intellectuels, des intellectuels de haut niveau. Donc, je crois qu'une fois que Laurent et Le Goudet seront de retour, je crois qu'il y a des discussions qui se feront dans des cercles concentriques. Et très rapidement, je crois qu'ils vont trouver la formule qu'il faut. Oui, vous êtes grand intellectuel également, et surtout en politique, avec beaucoup d'expérience. Vous avez connu les deux cas, les deux schémas que je viens d'évoquer, la conférence nationale. Vous avez été un grand animateur de la conférence du Togo, dont vous avez hérité le poste de Premier ministre d'ailleurs, après cette conférence nationale. Ensuite, la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo, vous avez pris une part active et même vous disiez tantôt que vous faites partie de la structure chargée d'assurer la consolidation de la paix au Togo. Donc, avec les deux schémas-là, lequel conviendrait bien à la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que une grande assise nationale avec toutes les forces, ceux qui sont à l'extérieur. Quand vous avez dans un pays où il y a une constitution, une démocratie qui fonctionne avec des institutions qui sont bien en place, si tu parles de conférence nationale, tu vas te heurter à des susceptibilités. C'est un mot qui fait peur. Voilà, parce que conférence nationale, ça veut dire... Mais donc il ne faut pas ajouter souveraine. Oui. Avec le risque que la conférence se proclame souveraine et qu'il y ait des velléités de mettre en place des gouvernements de transition. Donc vous allez faire peur aux gens. Mais en revanche, on peut à tout moment ouvrir, lancer un dialogue national. D'abord une grande consultation nationale et des assises qui permettent de débattre, de remettre sur le tapis tous les problèmes du pays et de faire des résolutions, d'adopter des résolutions et des recommandations et de repartir sur de bons pieds. Bon, en ce qui concerne les réparations, c'est indispensable. Je suis très bien placé, comme tu viens de le dire, pour le dire, parce que justement je participe aux travaux du Haut Conseil pour la réconciliation et la reconstruction de l'unité nationale, Ashkroun au Togo. Donc cette réparation-là, ça apporte tellement de soulagement dans les familles, ça rencontre tellement d'adhésion et d'engouement que c'est ce que je souhaite pour tous les pays qui sortent d'un conflit. Bon, il se trouve, et peut-être que vous l'avez oublié, que la Côte d'Ivoire avait créé aussi une commission de vérité, commission vérité et justice. Avec Charles Koulambani. Charles Koulambani. Bon, je ne sais pas trop, on m'a dit que ça n'a pas fonctionné avec autant de... c'est pas aller en profondeur comme nous l'avons, comme la commission togolaise, par exemple, qui avait été présidée par Monseigneur Nicodème Bariga, par un évêque. La commission togolaise, la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation togolaise, a très bien fonctionné et a adopté des résolutions. C'est selon vous, parce que d'autres trouvent à redire aussi sur cette commission. Comment certains trouvent à redire aussi sur la commission, le fonctionnement de la commission. Si vous lisez les travaux de la commission et les 68 recommandations qui ont été faites, vous verrez que vous ne trouverez rien à dire. Il faut les appliquer. Même les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui ont été faites font partie des résolutions de la commission Justice, Vérité et Réconciliation. Mais toujours, on peut trouver d'autres formules.
Si la Commission ivoirienne, si elle n'a pas fonctionné à la satisfaction totale, ce qu'il faut faire, on peut revoir la copie et faire en sorte que les victimes des troubles sociopolitiques en Côte d'Ivoire soient identifiées et que les victimes soient indemnisées. Mais à ce moment-là, que ce ne soit pas uniquement les victimes de 2010-2011. Au Togo, par exemple, on a fait en sorte que la CVJR puisse identifier les victimes depuis 1958 jusqu'à la mort du président Yadema, jusqu'aux troubles les troubles qui ont suivi la mort du président Yadema. En 2005. Voilà. Donc ça a couvert une large période et c'est ce qui fait maintenant que les gens trouvent de l'apaisement quand on les appelle, puisqu'ils sont dans la base de données de la CVJR, quand on les appelle pour leur dire que ce qui s'est passé pour votre parent qui a été injustement emprisonné en 1970 ou bien en 1963 et que les autorités reconnaissent que c'est une souffrance inutile qui a été infligée à votre famille et on veut vous apporter un peu de réconfort. Mais les gens n'en reviennent pas. Ils sont contents. Je crois qu'il faut trouver des formules. Même si après 2005, d'autres histoires malheureuses se sont encore greffées. Ah, mais c'est la vie. Hein. Vous savez, on n'arrête pas. On n'arrête pas le cours de l'histoire. Oui, je voudrais qu'on aborde le dernier chapitre de notre émission en revenant sur le personnage de Laurent Gbagbo, présenté de plus en plus comme un panafricaniste. Gbagbo est-il finalement un héros, présenté comme le symbole de la résistance contre la domination impérialiste? Est-ce que vous voyez les choses de la même façon? Oui, on peut le dire. C'est quand même un symbole de la lutte pour la dignité de l'Afrique. Voilà, c'est ce que moi je dirais, c'est un symbole. Un panafricaniste opportuniste pour une Afrique digne. Un panafricaniste opportuniste ou convaincu? Parce que quand il a pris le pouvoir, aux premières heures, on n'a pas senti cette démarcation nette entre les puissances colonisatrices. Comment ça? Expliquez-vous. Quand il a pris le pouvoir, on n'a pas senti un grand écart en termes de modèle de politique publique qui ne s'est pas écarté tout de suite des réseaux france-africains. Non, ça veut dire, non, Gbagbo n'était justement dans aucun réseau. Il n'était pas dans ce réseau-là. Et c'est ça son malheur. C'est pourquoi on l'a dégagé. Oui, mais Gbagbo, le FPI, avait des liens très forts avec le Parti socialiste français. Oui, mais ça, c'est normal. Puisque Gbagbo est son origine politique, sa conviction politique, c'est le socialisme. C'est-à-dire une politique qui mette l'homme au centre des préoccupations des pouvoirs publics et des politiques publiques, qui fassent en sorte que les richesses nationales soient redistribuées équitablement entre les citoyens et les citoyennes. Donc c'est le genre de socialisme que Gbagbo prônait. Et c'est pourquoi, très tôt, il a commencé à mettre en place les structures nécessaires pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent bénéficier de l'assurance maladie universelle. C'est Gbagbo qui a lancé pour la première fois cette idée en Afrique, assurance maladie universelle. Et puis après, ça a été, on a vu que dans différents pays, par-ci, par-là, la question d'assurance maladie des populations
bon, est devenue une préoccupation. Mais c'est Gbagbo qui a lancé ça. Donc c'est ça le socialisme de Gbagbo. Est-ce qu'on ne peut pas douter, dans une certaine mesure, de ce label de panafricaniste, quand on sait que lui aussi, le concept ne vient pas de lui, le concept de l'ivoirité soulevé dans les années 2000 par Henri Conan Bédier, il a quand même surfé sur cette vague lui aussi, avec Ivoirien et de père ou et de mère. Est-ce qu'il n'a pas surfé un peu sur cette vague de l'ivoirité pour bâtir sa popularité? Oh non, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Gbagbo n'avait pas besoin de ça pour bâtir sa popularité. Gbagbo était d'abord un opposant populaire, puisqu'il était le premier à avoir osé défier le bélier de Yamoussoukro. Le président Houphouët-Boigny. Il était le premier à avoir osé le défier, à se présenter comme candidat contre le président Houphouët-Boigny. Oui, mais quand vous revoyez les campagnes de Laurent Gbagbo et surtout de Charles Goudé, son lieutenant, quand il harangué les foules en Côte d'Ivoire, une partie de ses diatribes, c'était contre les étrangers, surtout les Africains. Non, Gbagbo n'a jamais lancé de diatribe contre les Africains. Mais si Gbagbo lançait des diatribes contre les Africains, je serais son ami. Hein? Je suis africain, non? Je suis étranger en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a porté par moment aussi cette vague de l'ivoirité. Gbagbo a été... Non, pas du tout. Gbagbo, il nous a raconté même des histoires, même parmi son personnel domestique. Hein? Vous ne pouvez pas imaginer, parmi le personnel domestique, à Mama, dans son village natal, il y avait un Burkinabé. Alors qu'à l'époque, il y avait, à un moment donné, l'opinion publique était un peu contre les Burkinabés parce que c'est le président Blaise Compaoré qui avait soutenu, financé, soutenu la rébellion. Donc, il y avait une certaine xénophobie contre, une certaine partie de l'opinion était contre les Burkinabés. Mais Gbagbo avait chez lui un Burkinabé. Voyez-vous? Et des personnalités et burkinabés étaient amis de Gbagbo. Le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Bonsi Niang, enfin je commence à oublier un peu le nom, le temps passe. Le temps passe et l'âge commence à faire son effet, qui étaient des amis de Gbagbo. On dit que Gbagbo était anti-français, mais vous avez oublié, vous dites qu'il est ami, il est socialiste, et il fait partie de l'international socialiste, et il est ami des socialistes français. Il était ami des socialistes français, mais pendant la crise, ils ne l'ont pas tellement soutenu. Mais certains lui sont restés fidèles, comme M. Guy Laberty, qui était le monsieur Afrique du Parti socialiste à l'époque. Et un des conseillers fidèles, qui est toujours resté fidèle à Laurent Gbagbo, est un franco-ivoirien. Il s'appelle Houdin, Bernard Houdin. Et il est actuellement à Paris. Il écrit chaque jour des chroniques pour soutenir Gbagbo jusqu'à sa libération il y a 3 ou 4 jours. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour Laurent Gbagbo de se remettre dans un nouveau rôle, d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire, de se positionner comme un symbole, un espoir pour les jeunes Africains, un espoir d'indépendance et de reconquête de cette liberté. Ça, c'est... Je crois qu'il faut qu'il rentre d'abord. Quand il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire, d'abord. Qu'il rentre, que vous allez le voir. On aille danser à Gagnoa et à Mama. Sauter le champagne à Gagnoa. Et boire eux, ils appellent ça le bangui. Bangui, c'est le vin de palme. C'est la boisson traditionnelle. D'abord. Tout le reste, ça viendra après. Donc, vous refermez ce chapitre-là. Oui. Et la dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est encore Laurent Gbagbo et la Cour pénale internationale. Une fois que
Il a été acquitté. Il ne faut pas oublier qu'il a passé 10 ans quand même derrière le barreau. 10 ans inutilement, on va dire. Finalement, faut-il qu'il il demande réparation à la Cour pénale internationale? Blé Goudé, lui, s'est prononcé sur cette question, que la Cour pénale internationale a fini avec lui, mais lui n'a pas fini avec la CPI. Non, c'est un droit. Ils peuvent réclamer une réparation. Il appartiendra à la Cour d'apprécier. D'ailleurs, beaucoup pensent que la Cour pénale internationale n'a pas bien ficelé ses dossiers à travers le procureur Fatou Ben Souda, une Africaine d'ailleurs. Retour sur ce dossier, le travail tel qu'il a été fait par le procureur de la CPI à travers ce papier, ce dossier d'Etanam Kokoroko. Le 28 janvier 2016, un ancien chef d'État et son ex-ministre placés au banc des accusés. Dans la salle d'audience de la Cour pénale internationale, le temps est donné. L'accusation veut prouver que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, ainsi que d'autres proches de M. Gbagbo, ont conçu et mis en œuvre un plan commun pour garder M. Gbagbo au pouvoir par tous les moyens. Cela signifie, Monsieur le Président, l'utilisation des forces armées et de la violence. Le dossier instruit à charge par Fatou Bensouda est présenté comme l'un des plus importants depuis la création de la Cour. Mais après 3 ans de procès, le 15 janvier 2019, la première chambre de la Cour pénale internationale accède à la requête de la défense de l'ancien président ivoirien et du président des Jeunes Patriotes. Premier revers pour la procureure qui décide de contester l'acquittement des 2 prévenus. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, interjette appel de l'acquittement, évoquant des vices de procédure et des erreurs de droit. Ce 31 mars 2021, les magistrats ont tranché. La procédure n'a pas été entachée de vices comme le reprochait l'accusation. Les juges de première instance ne se sont pas trompés en évaluant les preuves et ces preuves étaient d'une extrême faiblesse. La Cour pénale internationale confirme donc l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il faut dire que les preuves manquaient dans ce procès fleuve malgré la production de plusieurs heures de vidéos, les témoignages de plus de 80 témoins à la barre et l'opiniâtreté de Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. C'est donc un nouveau camouflet pour la procureure dans cette affaire. Une affaire qui aura jeté une lumière crue sur les profonds dysfonctionnements du bureau du procureur et ternit le bilan déjà fragile de Fatou Bensouda. Son successeur, Karim Khan, est attendu en juin pour réformer. Maître Joseph Kokou Kofigo, finalement, avec ce dossier Gbagbo qui fait flop, est-ce que l'image de la Cour pénale internationale ne prend pas un coup dangereux? Oui, absolument. De toute façon, des gens découvrent cette image. Pour moi, dès le commencement, la Cour pénale internationale était sur une fausse piste. Malheureusement, je n'avais pas le pouvoir de convaincre la procureure Fatou Bensouda. Je n'avais pas accès au bureau du procureur, puisque j'ai eu à défendre, à me constituer comme avocat pour Laurent Gbagbo quand il était détenu au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Et là, je suis allé en Côte d'Ivoire, cette fois-ci comme avocat, et j'ai eu l'autorisation d'aller lui rendre visite à Korogo. J'ai été aussi à Bouna pour voir Simone Gbagbo. J'ai été à Odiéné pour voir Simone Gbagbo. J'ai été à Bouna pour voir Afin Guessan et Michel Gbagbo. Bon, donc, j'avais accès au dossier à ce moment-là. Mais quand on est venu le prendre pour l'amener nuitamment à La Haye, bon, nous, les avocats africains, qui étions derrière lui, nous sommes concertés pour que
ce soit plutôt Maître Altit, l'avocat français qui poursuive le dossier là-bas. Et donc, l'avocat français, plus quelques confrères de Côte d'Ivoire qui connaissent bien leur pays et qui peuvent aider Maître Altit à connaître, à mieux appréhender la question ivoirienne. Donc, moi, je n'ai pas pu avoir accès au dossier, enfin, au procureur, madame la procureure Bensouda. Sinon, je lui aurais fait comprendre qu'elle était sur une fausse piste. Est-ce que c'est la Cour qui a mal fonctionné ou la procureure qui n'a pas bien fait ce travail? Les deux. Les deux. Mais la Cour s'est rattrapée au dernier moment, enfin, à la fin. Les deux, parce que la procureure se basait sur des dossiers, des témoignages qui n'en étaient pas. C'est le premier point, mais du côté de la Cour, vous vous souvenez que pendant tout au long de la procédure, Maître Altit s'évertuait à demander la mise en liberté provisoire, qu'on le mette au moins en liberté en attendant la poursuite du procès. Puisque au fur et à mesure que le procès avançait, la vacuité, la vanité, l'inanité du dossier se révélait encore plus au grand jour. Et donc, par contre, c'est quand on devrait mettre Laurent Gbagbo et Blé Goudé en liberté en attendant de continuer le procès. Ils ont à chaque fois refusé. C'est pourquoi je dis que la Cour aussi a une certaine responsabilité. C'est pourquoi, à la fin, l'acquittement a étonné beaucoup de gens parce qu'on avait l'impression que la Cour même était un peu arc-boutée ou butée contre Laurent Gbagbo. Mais finalement, on dit tout est bien qui finit bien. Et Dieu merci. Mais on doit se poser des questions, nous sommes dans les conclusions. On doit se poser quand même des questions. Est-ce que cette décision finale ne risque pas de se retourner contre la Cour pénale internationale dans la mesure où les juges à l'unanimité ont estimé que les preuves présentées par le procureur étaient, je cite, d'une extrême faiblesse. Comment on a pu garder quelqu'un pendant 10 ans sur la base de preuves extrêmement faibles? Extrêmement faibles. Non, je crois qu'il faut... j'irais même jusqu'à dire qu'il faut purement et simplement supprimer cette cour. Les États africains doivent se retirer tous de la Cour pénale internationale et si nous voulons... Est-ce que les juridictions nationales valent mieux que la Cour pénale internationale? Non, on a créé la Cour pénale internationale parce qu'on a estimé que dans les temps de grande crise, les juridictions nationales n'ont pas l'indépendance nécessaire ou parfois ça ne fonctionne même plus. Il n'y a plus de tribunaux qui fonctionnent ou bien si ça fonctionne mal. Et donc on a réfléchi à l'idée d'avoir une structure supranationale qui puisse permettre d'éviter que des crimes graves, comme les crimes contre l'humanité, puissent être commis en toute impunité. À l'époque, moi, j'ai participé à la réflexion. À ce moment, j'étais pas dans la sphère politique, j'étais militant des droits de l'homme. J'étais président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Donc, nous avons participé, mené des réflexions sur c'est l'institution d'une instance supranationale qui puisse permettre de juger les affaires graves que les États seraient incapables de juger. Mais avec l'affaire Gbagbo, avec l'affaire de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de RDC aussi, et bien d'autres affaires, l'affaire du Kenyan. D'abord, on a constaté que la Cour pénale internationale est beaucoup plus focalisée sur l'Afrique. Or, ce n'est pas comme ça qu'on voyait les choses. On pensait que ce serait une juridiction véritablement impartiale
et qui s'intéresserait aux violations graves des droits de l'homme dans le monde entier. Donc au pire ou au mieux, moi, je serais plutôt partisan qu'on supprime cette cour, mais pour ne pas créer un vide, que les États africains se concertent pour créer leur propre juridiction supranationale qui puisse se saisir de graves violations. Le chemin sera encore long parce qu'avec la Cour africaine des droits de l'homme qui rend des justices, des décisions qui ne sont pas acceptées par les différents pays, on se doute que cette Cour... on peut commencer à réfléchir. Pas d'arriver demain. On peut commencer la réflexion et voir. La réflexion peut commencer. Pourquoi Maître Joseph Kokou-Kofigo, nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Un mot, quelle est la grande leçon que vous tirez pour finir de cet acquittement de Laurent Gbagbo? Je vais vous étonner. La première grande leçon qu'il faut tirer de la libération de Gbagbo, c'est que Dieu existe. Vous en doutiez? Celui qui doutait avant que Dieu n'existe pas, il n'a qu'à considérer l'affaire Gbagbo et comprendre que Dieu existe. Sinon, l'horizon était tellement bouché. Les ennemis de Laurent Gbagbo étaient tellement puissants, étaient tellement forts. Et ils ont tissé leur réseau tellement partout dans le monde qu'on n'imaginait pas. Bon, certains pensaient que il sera condamné. La seule chose qu'on pouvait souhaiter, c'était qu'il soit condamné, mais pas à perpétuité, juste une condamnation moyenne. Certains disent 15-20 ans. Mais qu'un homme qui a 70 ans, si vous le condamnez à 20 ans, c'est comme si vous le condamnez à mort. À perpétuité. Voilà. Donc, voilà la leçon que je tire de cette affaire. L'autre leçon que je tire, c'est que la Côte d'Ivoire a de la chance d'avoir une personnalité comme Laurent Gbagbo, et la Côte d'Ivoire a de la chance que Laurent Gbagbo ait enfin triomphé, que le droit ait enfin triomphé en faveur de Laurent Gbagbo. C'est un triomphe aussi pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un honneur pour un pays de dire que son ancien président est en prison, est un criminel comment on appelle ça, c'est-à-dire a commis des crimes contre l'humanité, un peu comme les anciens nazis. Et non, ce n'est pas un honneur. Et le fait que Laurent Gbagbo soit blanchi doit plutôt réjouir les cœurs. Et quand il sera de retour bientôt, comme je l'espère, eh bien, c'est quelqu'un à qui tout le monde pourra recourir pour aider la Côte d'Ivoire à trouver encore plus d'apaisement. Merci, Maître Joseph Kokou-Kofigo. C'est vrai, Laurent Gbagbo avait des ennemis puissants, mais il a des amis puissants aussi, comme vous. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau pour cette émission sous forme d'hommage à votre ami Laurent Gbagbo, qui a recouvré la liberté et qui, nous l'espérons, vous l'espérez, va vous retrouver à Gagno à très bientôt pour sauter le champagne. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant encore, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.